bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre épisode Disrupted, le podcast sur les perturbateurs endocriniens et leurs effets. Donc, je m'appelle Madeleine et je suis accompagnée des membres du comité de la relève du CIAP. Je vais d'ailleurs les laisser se présenter. Donc, moi, c'est Julie. Moi, c'est Pesé. Alors, moi, c'est Mélanie et je laisse notre nouveau intégrant se présenter en dernière. Sabado. Ok. Merci bien. Je réponds au nom de Zabado Jean-François Roméo Tignan. Je suis doctorant au Burkina Faso, précisément dans la capitale Ouagadougou, à l'université Joseph Kizerbo. Avant tout, un vibrant hommage au Centre intersectoriel d'analyse des perturbateurs endocriniens, j'ai nommé CIAP, de m'avoir accueilli au sein de leur communauté étant membre, et merci à cette famille scientifique que j'ai nommée le comité de la relève CIAP. L'amour et la passion pour les recherches concernant les perturbateurs endocriniens ont commencé depuis le master. Et cette initiation à la recherche qui avait pour thématique effet des perturbateurs endocriniens aériens sur les fonctions de reproduction mâle et femelle des souris de la Schuss and Emery. La Schuss and Emery veut dire Naval Medical Research Institute. Donc, cette initiation m'a permis de pouvoir explorer un tant soit peu cette thématique des perturbateurs endocriniens en long et en large, qui m'a permis de comprendre certaines choses qui n'existaient pas dans le passé, mais qui ont une recrudescence de nos jours. J'ai nommé certaines pathologies couramment appelées les cancers hormonodépendants. Et toujours dans cette conviction de toujours chercher à mieux comprendre les effets de ces perturbateurs endocriniens et en même temps sensibiliser la population de façon générale et celle africaine en particulier sur les effets de la dangerosité des perturbateurs endocriniens, m'a amené à créer une page Facebook, une chaîne YouTube, une page LinkedIn pour pouvoir vulgariser les résultats de la recherche. Et c'est ainsi pour pouvoir analyser et étudier les effets de ces perturbateurs endocriniens à l'échelle moléculaire à travers une nouvelle thématique pour le PhD ou encore le doctorat qui s'intitule Effets épigénétiques des perturbateurs endocriniens aériens sur la méthylation de l'ADN des rats de Chouchouistar. Donc, pour le moment, nous sommes sur cette thématique qui a débuté depuis 2 ans et nous sommes toujours en train de vouloir chercher à toujours comprendre certaines choses sur les perturbateurs endocriniens. Et voici de façon simplicite ce que je pouvais dire sur ma présentation. Merci bien. Merci à toi. Sabado. Donc, aujourd'hui, Julie, de quoi on parle? On va parler de réglementation parce que moi, par mon projet de doctorat, je touche un peu quand même à la réglementation, mais sur l'eau des perturbateurs endocriniens. Puis, je me disais que généralement, on ne connaît pas vraiment c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par réglementation, qu'est-ce que ça veut dire, comment c'est fait. Je pense que souvent les gens entendent ah, faudrait bannir telle substance ou faudrait la réglementer. Puis c'est peut-être un peu vague, donc je trouvais que ça serait intéressant un peu d'expliquer c'est quoi la réglementation. Ici, on est quand même tous des futurs doctorants en toxicologie, donc c'est quand même quelque chose qui nous touche beaucoup parce qu'en fait, notre recherche vise à montrer que quelque chose est dangereux puis qu'il faudrait faire quelque chose à propos de ça. Donc, c'est ça un peu que l'objectif de l'épisode. Mais ouais, je veux pas être toute seule
importance pour vous? Je sais pas qui Alors, veut se lancer. oui, je peux me lancer, Julie. J'aimerais bien. Mais juste avant de me lancer à la réponse sur ça, je voulais juste rappeler tout le monde qui se branche aujourd'hui. Peut-être la première fois ou ça fait 2 ou 3 fois que vous nous écoutez. Déjà, merci d'avoir été là. Et de deuxième, juste pour rappeler que comme Sabado disait, on est le comité, et m'a dit aussi, la présentation, on est le comité de la relève de SIAP. Donc, si jamais vous êtes des chercheurs, chercheuses, étudiantes intéressés à nous rejoindre pour nos projets, on est toujours ouvert à vous recevoir comme Sabado qui vient de se rejoindre à nous. Et donc, sur le site web SIAP, il y a toutes les actualités pour tous les membres. Et d'ailleurs, les pas membres qui peuvent juste voir qu'est-ce qu'on fait et décider de nous rejoindre. Et donc, pour la réglementation, et si la question c'est quoi? Pour moi, c'est tout ce qui se passe niveau légal qui nous disent pas nécessairement nous, mais plus au niveau industriel, jusqu'à où, jusqu'à quand et comment eux, ils peuvent mettre des produits, des ingrédients sur les produits de consommation. Parce que ça va pas être nécessairement nous qui va mesurer et décider d'examiner diluer un peu plus notre crème ou notre shampoing pour éviter notre exposition. Du coup, moi, je comprends un peu plus la réglementation. Peut-être, Julie, tu vas nous éclaircir plus, mais moi, je m'éloigne quand même un petit peu tant que citoyenne parce que je l'utilise pas trop, mais voilà, on est là pour discuter aujourd'hui. Je pense qu'on peut aussi dire que c'est un peu la dernière barrière qui existe entre justement les industries, comme Mélanie disait, et le consommateur, parce que c'est ce qui empêche les industries de mettre tout ce qu'ils veulent dans les produits auxquels nous, le consommateur, on va être exposé. Là, je parle de consommateur comme si c'était juste des produits qu'on achète, mais ça se retrouve dans l'environnement aussi après, donc on va y être exposé même si on n'a pas choisi d'acheter le produit. Ouais, fait que c'est ça. Le but, c'est vraiment de s'assurer de protéger, en fait, que ce soit la population ou l'environnement via des lois. Donc, ça soit pour dire on veut plus que vous utilisiez ça dans certains produits, ou si vous l'utilisez, il faut que ça soit à telle concentration pour pas que un consommateur soit exposé à ça. Fait que, par exemple, peut-être le plus simple, c'est la nourriture. T'sais, on veut s'assurer que ce qu'on mange, on sait qu'on mange généralement en telle et telle quantité quand on est un adulte moyen. Fait que si on serait trop exposé à quelque chose via notre nourriture, ben là, ça pourrait devenir toxique pour nous. Fait que c'est tout ça qui est pris en compte, puis ça implique vraiment tous les secteurs. Donc, c'est super large, la réglementation. Puis, il y a différentes façons de faire des réglementations. Fait qu'on va essayer de un peu toucher à ça aujourd'hui. Puis les autres, arrêtez-moi si quelque chose qui est vraiment pas clair ou si vous avez des exemples aussi pour enrichir la conversation. Mais je vais commencer tout d'abord par comme le type de réglementation je sais pas que souvent on va entendre le plus souvent, donc les interdictions, donc bannir des substances. Je pense que c'est souvent à ça qu'on pense, que comme justement, si c'est toxique, on devrait juste le bannir. Ce qui est bien, et en tout cas, on pourra revenir, là, c'est pas toujours faisable aussi. Donc, oui. Je suis désolée, c'est juste que nos écouteurs, ils nous disent que l'audio, il est un peu trop bas niveau général. Donc, m'a dit, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut régler. Sinon, on peut juste parler plus fort, tout le monde, en attendant qu'on règle les petits soucis techniques. Donc, Bon. Julie, si tu peux aller un peu plus fort. Merci. Je vais me rapprocher de mon micro. Ouais, désolée. Non, mais merci, Mélanie, pour l'intervention. Donc, oui, ben, en fait, est-ce que vous, moi, c'était une question plus pour vous, est-ce que vous savez pourquoi on interdirait certaines substances puis pas d'autres? Est-ce que vous savez la raison du pourquoi, du comment? Il y en a qui sont réglementés plus par des niveaux, puis d'autres qui sont complètement interdites. Question quiz pour les toxicologues.
peux répondre. Je sais que les substances de haute persistance sont quelque chose que le gouvernement a décidé problématique. Bah, moi, je me dirais, Julie, que après, réglementation, c'est vraiment pas c'est vraiment pas mon sujet, mais je me dis, c'est parce que j'ai vraiment pas un bon concept des industries. Mais est-ce que c'est plus, bah, si on a vraiment besoin pour faire un certain produit, bah, ils vont juste les limiter parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Est-ce que ça joue aussi, peut-être? Euh, oui puis non. Mais ce que Paisley a dit, la persistance, c'est un des gros aspects qui va jouer sur l'interdiction. En fait, la majorité des substances qui sont interdites vont être persistantes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par persistant? C'est vraiment que elles vont pas, ça va prendre vraiment longtemps avant qu'elles se dégradent. Donc, c'est sûr que si on l'utilise une fois, elle va se retrouver dans l'environnement pendant, je sais pas, au moins 100 ans, peut-être plus. Puis, en fait, c'est ça, la plus grosse, la Convention de Stockholm, là, c'est vraiment le plus gros organisme qui va faire des interdictions à l'international pour s'assurer justement que ces produits persistants-là ne restent pas dans l'environnement. Puis ça inclut certains perturbateurs endocriniens, comme on avait, je pense récemment, il y a eu certains PFAS, là, j'avoue que je suis pas experte en PFAS, là, mais les PBDE, que j'oublie toujours l'acronyme, qu'est-ce que ça veut dire. Sinon, il y a certains pesticides qui ont été interdits. Puis l'objectif de ça, c'est vraiment aussi que ça a besoin d'être international quand on fait ce genre d'interdiction, parce que vu que c'est persistant, dès qu'il est remis dans l'environnement, il peut se propager à travers les frontières. Donc, ça a besoin d'être des réglementations internationales pour que tous les pays agissent, parce que même s'il y en a un qui continuerait de l'utiliser, ben, il pourrait se répandre dans l'environnement. Donc, pour les interdictions globales, à grande échelle, ça va être généralement, comme Paisley l'a dit, des produits qui sont persistants. On a aussi le TBT, le tributylétain, qui a été interdit, mais ça, c'est parce que c'était utilisé sur les coques des bateaux. Puis ça induisait l'hyposexe et les gastropodes. Et ça, vu que les bateaux, ben, c'est un peu entre les frontières, ben, il faut agir aussi encore à l'international. Paisley, est-ce que Mais tu avais... Julie, Ou Mélanie? ah, oui, c'est Vas-y, Paisley, tu veux y aller? Ah non, Non. allez. Non, vas-y. c'était plus pour te dire, Julie. Alors, on entend que ça devrait être global, international. Est-ce que c'est vraiment le cas? Là, j'avoue que les détails de la Convention de Stockholm, je peux pas te dire exactement comment ça marche, mais de ce que je comprends quand même, l'ensemble des pays doivent être signataires de ces conventions-là pour vraiment les contaminants persistants. Après, pour d'autres types de bannissement, peut-être pas, là. Mais ça, je sais pas si... Parce que Paisley a enlevé son micro off, fait que Oui. je sais. À propos de interdiction, je voulais demander si, parce qu'on sait que certaines substances qui sont des perturbateurs endocriniens sont d'origine naturelle, comme les dioxines, ne sont pas synthétiques. Comment on peut bannir, interdire les substances naturelles ou juste interdire l'utilisation de ces substances? Je pense qu'on peut bannir plus facilement des choses qui sont produites par l'industrie. J'avoue que les substances naturelles, je sais pas à quel point. Mais je pense que j'avoue que je suis pas experte dans les dioxines et furanes, là, mais c'est pas produit par dans des. Mon Dieu, je sais plus parler tout d'un coup. Non, mais dans les chaînes de production, il me semble que c'est dans certains procédés que c'était fait. Fait que là, ça serait peut-être plus, je pense, bannir un procédé pour éviter d'en produire. Mais j'avoue que là, je m'avance dans ce que je connais un peu moins. que je vais pas parler non plus. Donc, OK.
Quand nous prenons l'historique des perturbateurs endocriniens, l'alerte a été donnée par Rachel Carson depuis les années 1960 sur les effets des pesticides au niveau des organismes. Mais je ne sais pas pourquoi c'est à partir des années 1990 qu'on a commencé à réglementer l'utilisation de ces pesticides, alors que l'alerte a été donnée bel et bien depuis les années 1960. Je ne sais pas si Julie a une réponse à cela. J'avoue que toi, tu parles surtout de Silent Spring de Rachel Carson, qui parlait beaucoup du DDT, un pesticide beaucoup utilisé, c'est quoi, entre les années 40 à 50, si je ne me trompe pas. Il a quand même été banni, je pense, avant les années 90. Les années 90, pourquoi on en parle dans les perturbateurs endocriniens, c'est que ça a été un moment où un autre livre très important d'environnement a été publié, là, Stolen Future, Our Stolen Future, qui parle justement de toute la problématique des perturbateurs endocriniens. Et c'est là que, à l'international, on a commencé à agir. Mais il me semble que le DDT a été interdit avant, mais là, j'avoue que je ne connais pas la date. Je ne suis pas une historienne non plus dans toutes les réglementations. Mais ça, c'est une autre chose. C'est plus des lanceurs d'alerte qui ont permis aussi d'avancer dans les réglementations. Donc, Rachel Carson, ça a lancé plus les mouvements environnementaux qui a mené à la mise en place de beaucoup de ministères en environnement partout dans le monde. Alors que pour les perturbations endocriniennes, c'est plus dans les années 90 qu'il y a eu un boom. Là. Oui. Je voulais intervenir un petit peu, oui. Par rapport à, c'est ce que je t'ai posé comme question, si c'est global tout le temps ou pas. Je sais par exemple que quand on parle de mon projet, les retardateurs des flammes, quand ils se sont retrouvés à avoir cette étiquette des perturbateurs endocriniens, ils ont commencé à être interdits, mais ça a pris quand même quelques années à aller de l'Union européenne aux États-Unis, Canada. Il y a même des pays où ils sont pas du tout interdits, ils sont pas du tout régulés. Et justement, ça pose un problème parce que ils sont interdits dans certains pays, mais pas dans d'autres. Donc, on reste toujours exposé. Et c'est ce que vous parlez aussi avec Paisley par rapport à l'interdiction des produits naturels. Je pense que ça touche plus, comme je l'ai dit, c'est l'interdiction c'est ce que je comprends, interdiction de production, transportation et vente quand on parle d'interdire un produit. Donc, forcément, ça va rester tout ce qui est naturel, les produits naturels. On va pas aller les éliminer, mais on va interdire quand même que ça soit produit par activité humaine et faire une activité commerciale là-dedans. C'est ça, je voulais juste ajouter des petits points. Oui, mais c'est des très bons points. Sinon aussi, l'autre type d'interdiction, là, on parle vraiment des interdictions globales, comme Mélanie le disait, là, pour la production, transport, pour comme toutes les étapes, là, on veut vraiment plus de ce produit-là. Mais sinon aussi, des interdictions qu'on appelle plus sur l'usage. On a vu ça beaucoup pour le bisphénol A, donc le BPA. Si vous n'êtes pas au courant, le BPA est techniquement interdit dans beaucoup de pays pour tout ce qui est relié au bébé, donc biberon, dans des jouets. Puis ça, c'est venu du fait que les premières études montraient que les effets étaient plus importants chez les nourrissons, donc ils voulaient protéger cette population-là. Alors que pour le reste de la population, on n'a pas fait grand-chose sur le BPA. C'est vraiment axé sur la protection des bébés. Puis c'est vraiment là une interdiction d'usage. Fait que pour certains produits, on ne veut plus de cette substance-là. Donc, très différent comme type de réglementation. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait ajouter quelque chose sur les interdictions. Oui, moi j'ai une question pour tout le monde. Comme ça, on peut aller dedans. Qu'est-ce qui se passe après qu'on interdise quelque chose dans l'industrie? Est-ce que ça veut dire que maintenant tous les produits vont être safe? Est-ce que ça veut dire que ces produits-là qui les prenaient, ils se font plus du tout?
Qu'est-ce qui se passe? Donc, la plupart du temps, c'est des molécules qui sont utilisées avec un rôle. Hein. C'est ajouté à des produits, par exemple, pour rendre un plastique plus flexible, pour rendre un produit moins inflammable. Donc, les industries qui produisent les produits qui ne doivent pas s'inflammer, ils ont quand même besoin de ce produit-là. Donc, au lieu de simplement, je sais pas, là, réinventer leur produit, ils vont trouver une nouvelle molécule qui, elle, n'a pas été autant étudiée, qui est donc permise, et ils vont l'utiliser à la place. Je pense que c'est vers ça que tu voulais qu'on aille, Mélanie. Oui, exactement. Je vais aller un petit peu dedans parce que quand on parle de réglementation, je pense, Julie, que tu avais considéré dans tes points aller là-dedans un peu plus loin. Mais du coup, je pense que ça amène un peu dans le sujet. Et on parle de pourquoi on est un peu dans ce décalage de production des molécules, utilisation, exposition et réglementation. Donc, dans la logique de tout le monde, ça devrait être à l'inverse. Mais je ne sais pas si tu veux nous amener plus loin dans ces sujets-là. Oui, ben, je trouve que c'est vraiment un bon point, là. Justement, comme si on reprend l'exemple du bisphénol A, maintenant, on voit beaucoup de produits qui commencent à apparaître où il est marqué 100 BPA, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui le remplace, comme Madeleine l'a dit. Généralement, en plus, présentement, c'est des molécules assez similaires. On entend le bisphénol S, le bisphénol B, F, toutes les lettres de l'alphabet. Mais tu sais, c'est assez des molécules assez similaires qui semblent avoir des effets similaires. Donc, comme c'est pas idéal qu'on puisse laisser l'industrie juste changer. Puis, sur le point que Mélanie, tu sais, pour rentrer dans l'autre aspect de la réglementation, là, qui est la réglementation qui touche presque la majorité des produits, c'est pourquoi ça prend du temps, pourquoi on peut permettre à l'industrie de juste passer d'une molécule à l'autre. Ben, c'est que comment la façon des réglementations s'est fait, c'est que ça demande beaucoup d'études. Donc, je pense que un des concepts les plus importants en toxicologie, c'est ce qu'on appelle l'analyse de risque. On va faire des gros dossiers de toxicologie sur chacune des substances pour dire, OK, est-ce que c'est dangereux? Puis si oui, au niveau qu'on est exposé. Puis si oui, ben, OK, maintenant, est-ce qu'on peut faire des normes ou des lois pour légiférer pour être moins exposé à ça? Puis là, l'analyse de risque, c'est quand même un gros bout de la toxicologie. Je sais pas si quelqu'un veut se lancer dans l'explication, mais c'est vraiment sur ça que la majeure partie des lois sont basées. Ok, Je sais pas si... bon, pour ceux même qui nous suivent, quand vous parlez de biphénol, il faut que les gens notent que les biphénols font partie de la famille des plastifiants, à l'intérieur duquel on a les phtalates au plastique mou et les biphénols au plastique dur. Et biphénol maintenant va avec tout ce que Julie vient de dire, A, S et ainsi de suite. Je voudrais revenir sur ça pour que les gens au moins aient la différence entre les deux types de plastifiants qu'on a. Les phtalates au plastique mou et les biphénols maintenant au plastique dur. Je pense que c'est important. D'où l'utilisation dans les biberons qui étaient un peu plus rigides. Mais notre discussion me fait un petit peu penser au... Tu sais, on parle de risque. Il y a justement quelque chose de particulier avec les perturbateurs endocriniens quand on étudie les risques. C'est que contrairement à certaines substances, on ne va pas avoir un effet de plus en plus grave plus il y a une grande quantité de produits. Parfois, un peu comme nos hormones, des petites quantités vont avoir plus d'effets. C'est ce qu'on appelle la relation dose non monotonique, si je ne me trompe pas. Donc, ça rend, j'imagine, Julie, l'évaluation des risques encore plus compliquée. Je voulais... Vas-y, Mélanie. Je voulais juste ajouter à ces points-là avec Maddy. Tant que toxicologue, ben, en fait, la toxicologie est basée sur les principes que la dose fait le poison. Poison, c'est la bonne prononciation, je pense. Oui, Je sais pas, j'ai toujours des gens qui me disent c'est pas les fiches, mais c'est les poissons. Bref. Et pour les perturbateurs endocriniens, ça marche pas de la même façon. En fait, c'est des molécules, comme m'a dit Lissé, que sont plus... moins on a dans notre corps, plus notre corps il croit que c'est normal.
Donc, ils réagissent pas et ils les acceptent. Et donc, ils peuvent justement changer les messages dans notre corps et changer des procès, des gros procès, des petits procès. Ça peut avoir une échelle différente. Ça peut changer aussi dépendamment à quand on est exposé. Si on est exposé quand on est dans la vie, dans le ventre des mamans ou quand on est à la puberté. Et donc, ça fait qu'encore une fois, l'analyse des risques, comme on connaît tant que toxicologue, ça devient de plus en plus difficile de cadrer pour être sûr qu'il y a une batterie des analyses, des résultats qu'on peut dire, OK, là, on est sûr qu'à cette dose-là, il y a pas d'effet ou il y en a un effet. Donc, je pense que ça devient tellement compliqué parce que, voilà, on se pose tellement de questions, on voit tellement de réponses différentes que tant que scientifique, on n'arrive pas à déterminer un bon cadrement de dire c'est ça le test et voilà. Ouais, ben, vous avez complètement raison les deux, là. Puis pour revenir un peu pour clarifier pour ceux qui nous écoutent puis qui savent peut-être pas c'est quoi l'analyse de risque, pour comprendre comment ça joue, là, l'analyse de risque, ça a comme plusieurs étapes. Donc, il y a un aspect de, on veut savoir en études de laboratoire à quel moment, vu qu'on, ce que Mélanie a dit, là, plus la dose fait le poison, donc plus on augmente la dose, plus il y a un poison. Donc, généralement, dans la toxicologie qu'on appelle plus classique, on essayait vraiment de déterminer, genre, OK, c'est quoi le point, à quelle quantité c'est comme pas dangereux, qu'on n'a pas d'effet. Puis c'est basé sur cette donnée-là qu'on va établir les réglementations. Puis d'un autre côté aussi, tu as l'aspect autre de toxicologie où on va vérifier l'exposition, à quel point on est exposé à ce produit-là. Puis là, d'après le seuil qu'on a établi qui était sécuritaire, est-ce que notre niveau d'exposition, lui, il l'est pas? Puis s'il l'est pas, ben là, il faudrait faire une réglementation pour réduire les niveaux d'exposition, puis que là, on soit à des niveaux sécuritaires. Donc ça, c'est la toxicologie classique, vraiment comme plus facile de ah, OK, ben là, on n'a plus d'effet. Donc ça devrait être sécuritaire. Est-ce qu'on est sécuritaire? Si on ne l'est pas, on fait une réglementation. Là, le problème, comme Mélanie et Madeleine l'ont un peu mentionné, c'est que justement, maintenant, on a des perturbateurs endocriniens qu'on juge qui peuvent agir comme des hormones, donc à bas niveau. Donc là, il n'y aurait peut-être pas des doses sécuritaires, même à bas niveau, peut-être qu'il y a des effets plus élevés qu'à haute dose. Et aussi, il y a un aspect important que Mélanie a dit qui complexifie la réglementation pour les perturbateurs endocriniens. En fait, les analyses de risque, c'est que les effets sont plus importants plus tu es exposé jeune, parce que ça va vraiment jouer sur le développement. Et donc, si tu es exposé quand tu es un bébé ou pendant ton enfance, ben, ça se peut que tu aies des plus gros impacts quand tu vas être adulte. Le problème, c'est que faire des études qui évaluent ça, ben, tu sais, un adulte, ben, ça prend une vingtaine d'années ou plus avant de voir des effets cancéreux, par exemple hormonaux, ou des problèmes de développement. Moi et PC, on est plus chez les animaux dans l'environnement. C'est quand même, des fois, voir des petits effets, ça peut prendre toute la vie de l'animal. Fait que c'est beaucoup plus long faire ce genre d'études-là et montrer qu'un perturbateur endocrinien est probablement dangereux à faible dose parce que c'est super long comme étude. Donc ça, c'est aussi dans les problèmes de la réglementation des perturbateurs endocriniens. Oui, puis c'est justement une grosse frustration pour ceux qui travaillent dans ce type de recherche-là, parce qu'on travaille pendant des années, des fois avec beaucoup d'animaux, pour obtenir un résultat qui nous permet de, justement, permettre l'interdiction d'une molécule qui va être remplacée en un claquement de doigts. On en parlait tout à l'heure. D'ailleurs, moi, je voulais parler vite de ces remplaçants-là. Je pense qu'une des raisons pour laquelle ces remplaçants-là sont créés, c'est aussi parce qu'il y a, dans notre monde capitaliste, une offre et une demande. C'est sûr que si on continue d'acheter des bouteilles en plastique, des bouteilles d'eau en plastique là, qui sont flexibles, ben les compagnies doivent continuer de trouver des plastifiants pour rendre le plastique mou. Donc, nous, un peu, je pense qu'on aborde toujours un peu ça dans nos épisodes. Nous, en tant qu'individus, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est peut-être justement de faire des choix qui vont éviter
non seulement les molécules qu'on sait qui sont dangereuses, mais aussi leurs remplaçants, dans le fond. OK. Pour appuyer ce que Julie vient de dire, la période dangereuse pour, pour une exposition aux perturbateurs endocriniens est durant la grossesse. Et il faut noter que lorsque une femme est gestante, les 3 premiers mois sont utilisés pour la différenciation sexuelle et la mise en place de certains organes du fœtus. Donc, c'est ce qui fait que lorsque la femme est vraiment exposée à ces perturbateurs endocriniens durant les 3 premiers mois de sa grossesse, ces perturbateurs endocriniens peuvent interférer avec le système hormonal de la maman et ainsi créer certaines pathologies à court, moyen et long terme. Parmi ces pathologies, nous avons la non-descente des testicules, qu'on appelle cryptorchidie, et nous avons aussi le mauvais placement du méa urinaire, qu'on appelle hypospadias. En plus de ça aussi, nous avons des pathologies que moi j'aime appeler des pathologies émergentes, qui n'existaient pas dans le passé, mais qui sont là de nos jours. J'ai appelé ces pathologies l'endométriose. L'endométriose actuellement vraiment est en train de fatiguer certaines de nos sœurs, de nos mamans et de nos tantes. Et apparemment, quand on cherche à comprendre ce phénomène d'endométriose, on sent que c'est comme si c'était une pathologie programmée à travers les effets de ces perturbateurs endocriniens qui vont empêcher la migration de certaines cellules qui devaient normalement aller jusqu'au niveau de l'utérus, mais dans leur progression, ils seront bloqués à certains endroits où ils ne devaient pas être. Donc, ça fait que ces femmes qui souffrent d'endométriose ont généralement des règles irrégulières et douloureuses qui les amènent vraiment à avoir une vie difficile. Voici ce que je voulais apporter comme appui à ce que je l'avais dit. Et merci, Savado. Je voulais juste rajouter que quand on parle des moments sensibles d'exposition, qu'en toxicologie, on appelle fenêtres de sensibilité, c'est vraiment, moi j'aime bien les voir les plus fines et la fenêtre, les plus chauds que tu vas voir en exposition de soleil, si on veut les dire comme ça. C'est la même chose en fait pour les perturbateurs endocriniens. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est safe tout au long de notre vie, une exposition des perturbateurs endocriniens quand on n'est pas dans ces fenêtres-là. Ça ne veut pas dire nécessairement que quand on n'est pas à la grossesse, on est hors danger. Et c'est aussi important de savoir que dépendamment de l'organe qu'on cible ou qu'on étudie, on a différentes fenêtres de sensibilité. Notamment, Madi et moi, on travaille beaucoup sur la glande mammaire. Pour nous, la fenêtre de sensibilité, il y en a plusieurs. C'est pendant la grossesse, pour la maman et les bébés, mais c'est aussi pendant la puberté parce qu'il y a des procès assez sensibles. Mais c'est aussi, encore une fois, si la femme tombe enceinte plus tard dans la vie. Donc, dépendamment de ces moments, des moments de l'organe, c'est les fenêtres qu'on devrait avoir en tête plus que dans différents organes. Donc, mettons juste un autre exemple. Tant que femme, les ovules vont être développés pendant la vie in utero, mais pour les garçons, les spermatozoïdes vont être développés plus tard. Donc, tout ce qui vient interférer, oui, il peut avoir des effets qui viennent dès quand il s'est exposé pendant la grossesse, mais il peut avoir des effets d'une exposition quotidienne aussi. Donc, c'est important aussi de savoir que il y a des moments où l'effet change, mais on est toujours en danger. Oui. Puis, ça rend effectivement l'évaluation des risques complexe, toutes ces fenêtres-là, mais surtout que selon les catégories de polluants, de perturbateurs endocriniens, ça va être très différent selon les fenêtres. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose dont on voulait parler, là, le fait que c'est très intersectoriel comme problématique. Ok. Si je peux ajouter. Bon, je voulais appuyer, parlant des catégories, je me suis rendu compte qu'il y a 3 catégories de substances chimiques qui ont été réglementées.
Bon, la catégorie numéro un que j'avais rencontrée est que il y a certaines substances chimiques qui ont été réglementées et qui ont des effets sur la reproduction. Deuxième catégorie, des substances chimiques qui ont des effets prouvés sur l'animal. Et la troisième catégorie sont des substances pour lesquelles les études présentent des défauts qui rendent des conclusions moins convaincantes. Et quand je regarde aussi, jusqu'à de nos jours, cette définition des perturbateurs endocriniens qui n'est pas encore claire, si je me pose la question, est-ce qu'on pourra réellement, à travers une réglementation générale, pouvoir vraiment capter les effets de ces perturbateurs-là? Parce que la définition, quand je prends la première définition, qui était une définition simple, effet délétère des perturbateurs endocriniens chez un organisme et sur sa descendance. Par exemple, quand on prend la deuxième définition au cours de l'historique de ces perturbateurs endocriniens qui a évolué, étant toujours les effets délétères chez un organisme et sur sa descendance à travers la sécrétion, la production, le transport, le métabolisme et à la liaison de certaines molécules. Et plus tard, en 2002, l'OMS a donné une autre définition en disant que les perturbateurs endocriniens, cette fois-ci, sont un mélange de certaines molécules qui ont des effets sur un organisme et sur sa descendance. Donc, ça fait que quand on suit l'évolution de la définition des perturbateurs endocriniens jusqu'à nos jours, certains peuvent donner une définition à sa manière. Mais maintenant, pour dire qu'une définition claire, exacte, a été élaborée pour permettre aux scientifiques, aux cliniciens, aux biologistes, aux chercheurs de pouvoir s'approprier et l'utiliser, c'est compliqué. Donc, je me dis qu'en fonction de ça aussi, il y aura notamment une répercussion sur les catégories de substances chimiques à réglementer. Je ne sais pas si d'autres personnes ont d'autres apports pour ça. Ben, moi, je voulais juste ajouter justement la définition, c'est vraiment un gros problème pour les perturbateurs endocriniens. Puis il y a différentes sections de problématiques, là, dépendant de quel côté réglementaire on est. Mais pour moi, un des problèmes, c'est justement que c'est tellement large. Tu sais, je parlais à d'autres gens qui sont en toxicologie dans notre labo, par exemple, mais qui sont pas sur les perturbateurs endocriniens. Tu sais, généralement, un produit, ça va être spécifiquement sur une cible comme moléculaire. Là, les perturbateurs endocriniens, c'est tout le système endocrinien. Ça implique tellement d'hormones, différents types d'actions, comme justement la définition que Zabado parlait, où il essaie de plus de décrire comme le transport, la synthèse des hormones, la liaison à son récepteur. Tu sais, il y a tellement d'étapes là, dans une hormone, puis généralement, comme ce qui fait que c'est super large comme définition, mais je pense qu'il n'y a pas justement au niveau réglementaire à spécifier des effets et donc à peut-être aller pousser plus loin, à simplifier aussi la job des gens qui font de l'analyse de risque et à faire, OK, je pourrais juste regarder tel truc. Non, non, tu dois tout regarder. La thyroïde, les estrogènes, les androgènes, tout ce que tu veux. Fait que je pense pas que ça aide effectivement à simplifier le travail. Puis un aspect pour moi là, qui est dans le domaine de l'eau, c'est on essaye aussi de mettre en place plus des essais biologiques dans les réglementations de l'eau. C'est beaucoup en discussion. Le problème, c'est que les définitions officielles souvent impliquent que c'est dans des organismes intacts. Fait qu'il faut montrer, il faut prouver l'effet dans un être vivant. Le problème, c'est que nous, on veut bouger de l'utilisation des animaux, mais là, la définition nous force à prouver que ça a des effets chez un animal. Fait que ça complexifie aussi les preuves qu'on doit amener en analyse de risque là, pour faire de la réglementation. Donc, il y a plein de problèmes avec cette définition. Oui, c'est clair. Puis une autre chose que Zabado a dit qui m'a fait cliquer, c'est qu'effectivement, on va les réglementer de façon individuelle, alors que de plus en plus, on voit qu'il y a des effets lorsque les molécules sont en même temps dans notre organisme. Ça, à ce niveau-là, Julie, est-ce que tu sais s'il y a des réglementations qui pourraient se pencher un peu plus sur l'effet conjoint? Par exemple, là, on parlait des PBDE tantôt. Il en existe 209 des PBDE.
Fait que là, des fois, l'effet, là, c'est pas juste une des molécules parmi les 209, là. Ouais, ben je sais que ce que les gouvernements essaient de plus en plus de faire, c'est de faire ce qu'on appelle des regroupements de produits chimiques. Donc, justement, je pense que ça a été fait au Canada pour les phtalates, si je me trompe pas, mais je pense qu'il y a d'autres composés aussi. Si on a assez de littérature sur un des, je sais pas combien de phtalates il y a, là, qu'on a vraiment un bon dossier sur lui, là, on prouve qu'au moins un autre des phtalates est similaire en quelque façon. Là, on pourrait l'intégrer au groupe des phtalates puis utiliser les mêmes données pour réglementer ça. Fait que éviter de refaire un gros dossier béton juste pour dire on peut-tu juste faire la même chose que pour l'autre. Mais j'avoue que je pense que c'est encore à ses débuts. Là. Je ne sais pas encore à quel point c'est bien appliqué partout. Mais aussi, j'avoue que les mélanges, tu sais, aussi, il y a un peu ce que tu touches, c'est que là, on parle des mélanges, mais de mêmes molécules, mais qu'est-ce que tu fais pour des mélanges de molécules différentes? Puis moi, c'est ça qu'on essaye aussi un peu de faire, c'est de réglementer sur une molécule estrogénique, par exemple, qu'on sait qui est nocive à telle concentration. Puis là, si on assume que, si on voit qu'elle fait le même effet que cette concentration-là, mais qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans notre mélange, là, on pourrait essayer de faire une réglementation, mais c'est ça, c'est le début là, Je me on ne sait pas souviens, encore quoi faire. ouais. Je me souviens avoir lu pour les parabènes, par exemple, qu'il y avait un niveau maximal pour parabène A, mettons, mais qu'en combinaison avec d'autres, il y avait aussi un maximum total des parabènes. Mais encore une fois, comme tu dis, c'était juste pour les parabènes, il n'y avait pas de, ben là, en combinaison avec les phtalates, en combinaison avec autre chose, comment est-ce qu'on réglemente tout ça? Mais c'est sûr que c'est quand même assez récent, je pense, l'effet conjoint des molécules, là, qu'on s'intéresse à ça en toxicologie. Je voulais juste aussi et reprendre encore une fois, c'est ce que Sabado il mentionnait, qui m'a fait, comme m'a dit, popper. On parle beaucoup des effets sur les êtres humains, comme si on était les seuls sur cette planète Terre. Et on oublie parfois qu'on est partie d'un écosystème. Et donc, pour la réglementation des perturbateurs endocriniens, ben, il y a la réglementation pour tout ce que nous on est exposé, mais ça se peut que les niveaux auxquels ils vont avoir un effet sur nous, c'est pas le même que ils vont avoir un effet sur les grenouilles. Et donc, c'est aussi important de réglementer Paisley, je crois, pour l'effet sur d'autres espèces et surtout bah, la, la fabrication, la disposition, parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens qui se bioaccumulent, on appelle ça. Donc, plus qu'il y a des années, plus qu'on les retrouve. Donc, il y a tout cet univers à ajouter sur la réglementation et comment nos activités humaines peuvent avoir un impact, pas juste sur nous et notre descendance, mais sur tous les animaux et les plantes et genre tout notre écosystème. Oui, je voulais ajouter quand on parlait avant des fenêtres de sensibilité. Les grenouilles se métamorphosent de tétard à grenouille ou adulte. Et ça, c'est une fenêtre très sensible parce que ça implique des changements complexes de biochimie et comportement et digestion. Alors, au même moment, comme maintenant au Canada ou au Québec, quand les grenouilles se métamorphosent, on est en train de... les agriculteurs utilisent les pesticides sur le champ au même moment. Alors ça, c'est une fenêtre de sensibilité qui correspond à les applications des produits agrochimiques. Alors, oui, il faut penser de l'environnement et la santé environnementale en même temps que la santé humaine. Puis pour ajouter un peu là-dessus, comme Paisley, c'est les grenouilles, moi, c'est les poissons, mais dans les deux cas, eux,
quand ils sont des œufs, ils sont généralement dans l'eau, donc directement exposés à tous les contaminants qu'on pourrait retrouver dans l'eau, que ce soit proche des champs comme Paisley le mentionnait, mais ailleurs aussi. Donc, ils sont directement aussi dans une autre fenêtre de sensibilité importante. Ils sont directement exposés à ça, alors que chez l'humain, tu as quand même un peu une barrière placentaire via la mer. C'est pas parfait, là, mais il y a quand même moins une exposition directe. Fait que c'est encore plus d'impact pour eux. Puis peut-être pour continuer sur un peu ce que Mélanie touchait, là, en fait, la réglementation est quand même compliquée déjà quand on parle de santé humaine, mais je dirais qu'elle est encore plus compliquée quand on parle de protéger la faune, parce que là, à la place de prendre des études qui seraient par exemple surtout chez des rongeurs, là, on veut protéger toute la faune. Fait que là, généralement, pour faire une norme, il faut avoir des données chez les poissons, chez les grenouilles, chez les invertébrés, chez des mollusques. Tu sais, il faut tellement avoir de types d'études chez différentes espèces que ça rend les dossiers encore plus compliqués. Puis là, il faut trouver l'espèce la plus sensible. Ouais, c'est assez... c'est une couche de plus, si on veut. Pourtant, c'est des fois ceux qui sont le plus en contact avec ce qu'on remet dans l'environnement. J'aimerais peut-être on peut commencer à regrouper des idées pour la fin de notre podcast. Et si ça... Bah, j'ai une petite... quelque chose qui reste coincé sur moi, c'est que je pense qu'on pourrait parler un petit peu pour faire la fin, au moins que vous savez d'autres idées. Mais c'est surtout cet effet de comment on rattrape notre exposition avec la réglementation, avec la production, etc. Comment, en tant que chercheur, chercheuse, en tant que citoyenne, comment on fait pour changer un peu ce système où nous, on est en train de courir derrière les industries qui font des produits et qu'on se rend compte que ils étaient méchants trop d'années plus tard, plusieurs années plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh mon Dieu, grosse question, ouais. J'avoue que je sais pas si j'ai une bonne réponse là-dessus. Je pense quand même que en tant que consommateur, c'est de montrer qu'on veut certains produits meilleurs, ça met quand même une pression, là. Je pense quand même dans les dernières années, il y a eu des changements, qu'on soit d'accord ou non, que c'est le plastique, que l'affaire des pailles, là. Comme oui, on a banni juste des pailles en plastique, mais pour moi, c'est quand même un bon début. C'est sûr que ça serait bien que ça aille aussi d'autres produits, que ça s'arrête pas juste à un produit, mais je pense que on montre quand même que le consommateur peut avoir des impacts. Fait que je pense qu'il faut continuer de demander plus. Ouais. Puis en tant que chercheur, tu sais, tantôt, Julie, tu parlais du fait que la réglementation t'oblige à utiliser des animaux vivants, alors qu'on essaye de plus en plus d'aller vers des modèles vraiment plus, moi j'appelle ça in vitro, là, avec des cellules qui n'ont pas de souffrance animale ou de problèmes éthiques. Mais c'est vrai que là, on est comme dans une phase, je pense, de transition où il faut prouver les deux en même temps, démontrer que le modèle qui n'est pas avec un animal vivant est capable de reproduire ce qu'on obtenait avec les animaux. Mais on va être dans une période de transition où il va falloir démontrer l'efficacité de ces nouveaux modèles-là. D'ailleurs, c'est ça mon projet. Mélanie aussi. On travaille fort là-dessus. Yes, on travaille fort là-dessus. Je pense qu'il va y avoir une période de transition, mais on s'en va vers des modèles qui vont nous permettre ça, justement. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des étiquetages concernant les substances qui ont été réglementées sur certains produits? À ce que je sache, non. Il n'y a pas de normes d'étiquetage. Je sais que l'Europe planifie, ils ont un projet de mieux étiqueter les produits, notamment liés aux perturbateurs endocriniens, mais c'est pas encore fait, si je me trompe pas. Donc, non. Mais c'est sûr que ça serait bien, là. Moi, j'avoue que c'est pas juste en tant que chercheur, là, en tant que consommateur, j'aimerais juste ça savoir qu'est-ce qu'il y a dans mes produits.
en général, là, pas juste la bouffe, là, Mm. n'importe quoi que j'achète. Mais je trouve que c'est dommage qu'on le sache pas, généralement. Donc, c'est un bon point, là. Non, il n'y a pas vraiment de réglementation pour ça. Je pense, j'ai vu, j'ai acheté une enceinte, ça fait presque un an. Et sur la boîte de l'enceinte, il avait marqué un peu une phrase, je me rappelle pas trop, mais une phrase un peu comme et, lisser ces documents pour savoir plus sur les contenants chimiques dangereux dans ces produits. Mm. Et il savait lister des molécules liées au développement des cancers qui, je sais pas si c'est réglementé, s'il savait besoin de les dire ou si c'était quelque chose de la compagnie qui voulait juste être gagner plus de consommateurs avec ces petites choses en plus. Mais j'imagine que de plus en plus, ça se trouve de voir ce genre de descriptions, de disclaimer de tout ce qui vient comme molécules dans nos produits. En tout cas, on peut déjà nous faire des petites protections pour nous-mêmes. Je sais que on les parle tout le temps de l'application du cas. Ils devraient nous payer, ils devraient nous sponsoriser, tellement on parle de ça. Mais c'est un appli pour tout le monde si vous ne connaissez pas. Ça aide beaucoup sur tout ce qui est produits cosmétiques surtout, pour voir s'il y a des molécules déjà réglementées, déjà signalées pour pas être safe, soit pour des effets des perturbateurs endocriniens, mais aussi pour des allergies et des choses liées. Donc, ça aide beaucoup. Tu fais le scan de ton produit et ils te disent une qualification de 0 à 100, à 100 points s'il est bon ou pas pour ta santé. Mais on devrait avoir ça pour tout, en fait. Mhm. Tous les produits. Parce que tout ce qui est électro, tout ce qui est les vêtements, tout, on est en contact avec plein de molécules. Donc, on devrait pouvoir savoir à quoi on est exposé. Après, on a des petites choses comme acheter les vêtements coton bio, mais ça reste un peu aussi dans les... Pas tout le monde a l'option de vraiment les choisir. Je Mais pense, voilà, oui, on devrait avoir mieux. je pense qu'en tant que consommateur, on peut exiger de la transparence de la part des entreprises. C'est parfois difficile, mais moi, je me suis déjà vue là, dans un marché de Noël, je me promenais, il y a une femme qui vendait des chandelles. J'ai demandé, savez-vous s'il y a des phtalates dans les parfums de vos chandelles? Des quoi? Bon, OK, bonne journée. Tu sais, si l'entreprise ou l'entrepreneur, dans ce cas-ci, là, pour les chandelles, mauvais exemple peut-être, mais tu sais, si on est capable d'avoir de la part des entrepreneurs, des entreprises, une transparence au niveau... Parce que, tu sais, si on se met à décrire chaque ingrédient de la liste d'ingrédients ou de la liste de produits dans la fabrication du coussin ou du matelas, ça se peut que ça commence à faire des longues étiquettes. Là. Tu sais, déjà, les produits alimentaires, des fois, l'étiquette est longue de même. Mais effectivement, je trouve qu'au niveau des connaissances que la population en général a, c'est difficile juste avec le nom de la molécule de savoir qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur soi. Peut-être que notre comité devrait se pencher sur un guide du consommateur avec une liste des ingrédients à surveiller sur les étiquettes. Projet 2024, peut-être? Parce qu'on n'a pas assez de choses à faire déjà. Mais oui, ce serait une très bonne idée. Quelque chose que j'ai remarqué, je ne sais pas si vous autres avez vu, qu'il y a souvent une étiquette qui dit reconnu comme cancérigène par l'État de Californie. Et je trouve ça drôle qu'en Californie, c'est cancérigène et dans d'autres États, d'autres pays, c'est pas cancérigène. Non. Mais est-ce que croyez-vous que la Californie est plus avancée dans ce domaine que d'autres pays, d'autres États, d'autres pays? Je pense en fait, Paisy, que c'était ça que j'avais dans mon enceinte. Cancérigène dans l'État de Californie. Et au moins, on a ces genres d'étiquettes, mais on devrait aller avoir ça pour tout le monde. C'est pas comme si tu crosses la frontière et ça devient plus cancérigène. Mais oui, on devrait l'avoir. Et je sais pas si là, on veut peut-être donner nos derniers mots. Pour la fermeture de podcast, un petit message à remporter chacun pour nos écouteurs, écoutrices. Je sais pas si on dit ça. Mais pour tout le monde qui est
en train de nous écouter? Je sais pas, là. Je pense justement d'essayer de faire des meilleurs choix en tant que consommateur, puis de pas hésiter à montrer qu'on veut d'autres produits. Je sais pas. Moi, je dirais, suivez la page et les réseaux du SIAP parce que lorsqu'on réussit à prouver des produits, des nouveaux produits toxiques, on va vous partager le plus possible cette information-là. C'est le rôle du SIAP de vous informer de ces choses-là. J'aimerais dire que les gouvernements, les industries, les scientifiques, pas tous et pas en même temps, mais chacun de son côté, normalement, font leur job pour essayer de protéger les gens. C'est pas tout le temps que le gouvernement il est mauvais. Parfois, ça se fait. Parfois, c'est le cas. C'est pas tout le temps que les industries sont méchantes, mais souvent, c'est le cas. Donc, ça reste beaucoup à nous, en tant que consommateurs et chercheurs aussi, de pousser pour les bons côtés de choses. Et je voulais juste vous dire, partagez nos vidéos, nos podcasts. Vous pouvez faire la souscription ou juste nous suivre pour avoir la notification quand on fait des podcasts. Les vidéos, ils restent sur YouTube, donc vous pouvez aller voir d'autres vidéos qu'on a sur les YouTube des SIAP et partager avec la famille, les copains. Et c'est comme ça qu'on va faire bouger les choses pour nous protéger mieux, je pense. Et n'oubliez pas surtout la prévention, parce que j'aime dire que de nos jours, quand on ne connaît pas les effets de quelque chose, on ne peut pas s'en vouloir. Mais dès lors que on connaît les effets d'un élément, on doit prendre les précautions nécessaires afin d'éviter autant que possible les effets indésirables de ces éléments dans le futur. Donc, en attendant que les choses soient claires, je pense que la prévention est la meilleure manière de se protéger autant que possible de ces effets des perturbateurs endocriniens. Peut-être, Julie, tu peux avoir le dernier mot, mais moi, je dirais qu'il y a tellement de substances et produits chimiques à tester et beaucoup de façons à les tester, comme avec les animaux, avec les méthodes in vitro. Alors, on a besoin de plus de chercheurs, chercheuses et plus de gens prêts à investiguer si ces produits ou les remplacements de ces produits agissent comme des perturbateurs endocriniens. Ouais. Peut-être pour continuer là-dessus, moi aussi, ce que je souhaite, là, d'un point de vue plus réglementaire, là, c'est on est tellement exposé à beaucoup de produits, fait que c'est compliqué aussi au gouvernement de suivre. Fait que j'espère vraiment qu'il y a des nouvelles méthodes, des façons de faire qui vont permettre dans les prochaines années de mieux nous protéger plus rapidement. Donc, je nous souhaite ça un peu. Oui, super, effectivement. Donc, on vous remercie à tous d'avoir été là aujourd'hui pour notre épisode numéro 5 de notre podcast. Et évidemment, continuez de nous suivre parce qu'on vous en prépare d'autres au courant de l'année. On travaille très fort. Et c'est ça, suivez-nous sur nos réseaux et à la prochaine!